Bonjour à tous et à toutes, je suis donc professeur de français langue étrangère dans une université à Bahia, au Brésil, depuis une vingtaine d'années environ. Mais mes recherches portent sur l'apprentissage d'autres cultures langues à l'école élémentaire, dans le cadre d'une éducation altéritaire transdisciplinaire. Je conçois donc l'éducation à la diversité des cultures langues comme un lien transdisciplinaire pour construire chez les enfants une compétence altéritaire globale. Si je parle de didactique de culture langue, en plaçant la culture avant la langue, c'est pour mieux signifier que la culture de l'autre, par le biais souvent de l'image ou du texte, précède sa langue orale ou écrite. Les films, par exemple, sont doublés, les comptines et les contes sont traduits, mais il reste toujours l'image de l'autre différent. Apprendre ou utiliser une autre langue, pour l'enfant, est une étape postérieure à ses découvertes culturelles qui dépend de son intention, exclusivement de sa motivation intégrative. L'enfant donc a bien souvent n'a besoin que de gestes, de mimiques ou d'actions pour se faire comprendre par un autre. Il suffit d'observer des enfants de cultures langues différentes placés les uns à côté des autres pour s'en rendre compte, car ils communiquent très facilement, même sans la parole, ou parfois dans leur première langue, comme si l'autre forcément les comprenait. Cette acceptation de l'enfant justifie la place que devraient et que doivent occuper les attitudes au cœur de la didactique des cultures langues, avant même de penser à un apprentissage formel. Mes recherches en didactique de culture langue à l'école élémentaire prennent appui tout d'abord sur la théorie des approches plurielles. L'approche interculturelle peut se décliner aujourd'hui en approche transculturelle, c'est-à-dire un processus didactique qui dépasserait la simple juxtaposition des différences pour transmettre à l'autre et recevoir également de l'autre. L'EAL, qui est l'éveil aux langues et cultures, est la découverte d'abord des cultures langues des enfants de la classe, à partir d'autrui significatifs, comme les membres de la famille des enfants, les amis ou même certains autrui de passage. Et l'enseignant et l'enseignante sont des autrui aussi significatifs. L'intercompréhension entre langues porte sur les langues d'une même famille, entre langue latine, langue germanique, etc. Comme dans le cas du reste de la didactique intégrée, qui incite les enfants à s'appuyer sur les connaissances acquises dans leur langue familiale ou leur première langue, au singulier ou au pluriel, pour favoriser leur apprentissage en langue de scolarité. La sociodidactique s'intéresse à l'hétérogénéité à la fois didactique, linguistique et sociale de l'école. C'est donc une théorisation spécifique du didactique élaborée par et pour les didacticiens et didacticiennes, qui prennent en compte dans leur activité toutes les dimensions sociales. Pour Philippe Blanchet de l'Université de Rennes 2, le chaoïde permet d'indiquer la richesse de la diversité et non pas le bouleversement anxiogène qui lui est propre au chaotique. C'est la raison pour laquelle l'éducation à la diversité est complexe, dans la mesure où elle engendre inévitablement des ruptures avec l'homogénéité rassurante. Il s'agit parfois de simples décentrements par rapport à la norme et par rapport à la mono-identité. Mais ces simples décentrements nous entraînent à reconnaître inévitablement la pluralité comme une constante humaine. La construction d'une compétence attitudinale avec les enfants est le noyau de tout apprentissage. Elle passe par la construction d'une compétence empathique. Il n'y a dans ce concept aucune stratégie de communication en vue d'obtenir un bénéfice propre. Au contraire, l'empathie doit permettre à l'enfant de sortir d'une logique égocentrique afin de reconnaître l'autre dans son identité humaine similaire, partageant des angoisses identiques ou différentes, comme une façon de parler, un accent, une couleur de peau, une couleur de cheveux différente, une taille différente, etc. C'est donc une prise de position individuelle, mais qui doit être construite dans le groupe classe. Elle peut paraître relativement passive, puisque didactisée, mais en fait elle est la clé pour le mouvement vers l'autre. Et c'est ce mouvement que va exiger l'altérité. Et c'est à partir de ce mouvement altéritaire que l'enfant signifie son intention.
de communiquer, que ce soit par geste, puis ensuite oralement. L'éducation à la diversité humaine à l'école élémentaire part de celle de la classe, c'est-à-dire qu'elle inclut celle des enfants et des adultes, impliqués dans le processus éducatif, que ce soit les enseignants-enseignantes ou les membres de la famille. Dans le cas du Brésil, la première langue vivante n'entre dans les programmes scolaires qu'à partir de la sixième. En d'autres termes, l'enfant construit seul son rapport à l'autre, c'est-à-dire ses attitudes, en famille et tout au long de son apprentissage, de ses apprentissages à l'école élémentaire. En partant donc de la diversité de la classe pour atteindre graduellement les diversités lointaines, il est possible de déconstruire avec les enfants, par approche successive, les préjugés glottophobes déjà en construction. La glottophobie regroupant toutes les discriminations tant linguistiques que sociales, selon Philippe Blanchet. Au Brésil comme en France, l'inclusion de la diversité à l'école figure dans les textes de loi. Depuis 1996, au Brésil, qui est une république fédérative, l'éducation nationale se fait en portugais, langue de scolarité, mais aussi en langues amérindiennes dans les réserves indiennes. C'est en 1997 que l'enseignement religieux devient facultatif. Il est censé représenter la diversité religieuse du Brésil, bien que la Constitution de 1988 ait été rédigée, selon les auteurs que je cite, sous la protection de Dieu. Les élèves handicapés sont inclus en 1997 et c'est en 2003 que l'histoire-culture afro-brésilienne devient obligatoire. Les cultures régionales sont ensuite reconnues en 2005, alors que ce n'est qu'en 2008 que l'enseignement de l'histoire-culture amérindienne devient obligatoire à son tour. Elle avait été négligée antérieurement. Puis le concept ethno-racial apparaît en 2013, et enfin une loi plus récente protège les élèves handicapés de toute violence physique mais aussi symbolique. Ce schéma illustre ce que pourrait être une didactique des cultures langues innovantes de la diversité humaine, que ce soit au Brésil ou dans n'importe quel autre pays, puisqu'on y retrouve très certainement les mêmes situations diglossiques, qui sont des constantes sociolinguistiques. Si le noyau central est la culture langue de scolarité, il doit créer, ce noyau, des interactions avec les autres cultures langues des minorités, ignorées et forcément stéréotypées. Les 6 cultures langues internationales de l'ONU seraient découvertes à ce moment-là, plus tard, par les enfants en CM1 ou CM2, avec d'autant plus de facilité qu'ils y ont été préparés par des modèles nationaux, c'est-à-dire une diversité qu'ils voient quotidiennement autour d'eux ou à la télévision. Ma recherche actuelle, quantitative et qualitative, porte sur les livres scolaires du CM1 et du CM2, car ce sont les 2 années qui précèdent au Brésil l'introduction d'une autre culture langue vivante dans le programme scolaire. L'objectif principal étant de mieux comprendre comment l'école prépare les élèves à ce nouvel apprentissage. J'ai donc conçu mon instrument de recherche selon ces 3 catégories de diversité. La diversité phénotypique, la diversité culturelle et la diversité linguistique. L'analyse porte sur les 6 disciplines scolaires, hormis l'éducation physique, qui ne propose pas de manuel scolaire à l'enfant. Et le recueil de données porte sur les 2 composantes du manuel scolaire, à savoir l'illustration, qui sont les photos ou les dessins représentant des êtres humains, et le texte de manuel scolaire dans son ensemble. Les indicateurs en jaune sont spécifiques à chacun des 2 composants du livre. Le premier, la représentation humaine, vise à déterminer la proportion entre photographie et dessin, ou en d'autres termes, l'introduction du réel ou du fictionnel, de la forme humaine. Le deuxième indicateur, en jaune, de la diversité des couleurs de peau, vise à déterminer la proportion entre couleurs différentes ou similaires des personnages présentés.
Les deux autres indicateurs en jaune concernent exclusivement les textes, puisqu'il s'agit de la diversité orale ou écrite des langues. Les autres indicateurs en blanc sont par conséquent communs aux deux composants du manuel scolaire. Il s'agit donc de relever le nombre d'illustrations et de textes par page de manuel scolaire qui portent sur l'indicateur en question, le handicap, les cultures ou les langues du Brésil ou dans le monde, évoquées par un artefact, un espace géographique spécifié, une fête, etc. Le sexe biologique des auteurs, des références artistiques et scientifiques, le sexe biologique étant identifié par les noms en légende de l'illustration ou directement dans le texte. Et enfin, la représentation des hommes et des femmes, soit en contexte professionnel, soit en contexte non professionnel. Alors, je considère ce premier résultat quantitatif comme préliminaire dans la mesure où il ne porte pas directement sur la diversité humaine des cultures langues, mais indirectement car il met en évidence le déséquilibre entre disciplines scolaires à partir de leurs volumes respectifs. Ce graphique permet donc de visualiser rapidement les domaines de savoir valorisés par l'école. Le dessin est largement majoritaire dans les manuels scolaires analysés. Il est principalement utilisé par les deux disciplines de référence, qui sont la langue de scolarité et les maths, alors que les deux disciplines généralement jumelles, l'histoire-géographie, a le plus recours à la photographie. Mon hypothèse est que la photographie, qui exprime le réel, provoque un impact cognitif supérieur au dessin qui, lui, se fond sur la fiction, clairement perceptible par des enfants de CM1 et de CM2, de 9 et 10 ans, en âge depuis bien longtemps de distinguer les intentions des auteurs du manuel scolaire. La représentation du métissage est majoritaire dans les manuels scolaires analysés, ce qui reflète ni plus ni moins que la réalité scolaire en dehors de l'école, mais pas toujours celle à l'intérieur de l'école, qui catalyse les inégalités économiques et ethniques en les signifiant davantage dans un espace réduit. La similitude de couleur de peau dans un dessin didactique, c'est-à-dire un dessin qui a un objectif éducatif, évoque l'homogénéité imaginaire d'un groupe et renvoie l'enfant à une vision d'appartenance unique, en opposition aux appartenances ou filiations multiples ou plurielles. Le handicap est non seulement sous-représenté, comme l'indique ce résultat, comme il est principalement un handicap moteur, illustré fréquemment par une chaise roulante. Il faut ajouter que les situations illustrées par les dessins ne sont jamais des situations adverses, alors que la photo les laisse deviner davantage. L'indicateur autre sur ce schéma comprend une culture brésilienne décaractérisée, c'est-à-dire sans lien explicite avec les trois cultures minoritaires, que sont la culture amérindienne, la culture d'immigration et la culture afro-brésilienne. L'immigration vient du XIXe siècle à peu près, et la culture afro-brésilienne, c'est celle des descendants d'Africains esclavisés. Cette référence culturelle nationale dans les manuels scolaires est très largement majoritaire, comme on peut le voir, en histoire et géographie. D'autre part, si un certain équilibre entre les trois principales minorités culturelles du Brésil semble être préservé pour les enfants, la culture amérindienne, pourtant antérieure à toutes les autres cultures du Brésil, est la moins représentée. C'est l'histoire en CM1 qui en parle le plus. La tendance eurocentrée des manuels scolaires, souvent dénoncée au Brésil, est confirmée dans le cas des illustrations, comme elle le sera du reste dans le cas des textes, en raison essentiellement des références à la colonisation portugaise et aux civilisations occidentales, surtout en histoire au CM1. Mais pas seulement, comme on peut le voir sur cette illustration. Le taux de l'Asie, quant à lui, provient surtout des civilisations mésopotamiennes et celui de l'Afrique principalement de la civilisation égyptienne. D'autre part, on retrouvera plus loin dans les textes le déséquilibre qui touche le continent américain et l'effacement total de l'Océanie. La surreprésentation masculine dans les œuvres de référence
comme les ouvrages, spectacles, inventions, etc., se retrouvent concentrés dans les arts en CM1 ou en CM2. C'est cette discipline qui la concentre, qui la présente le plus. La logique didactique de cette discipline part bien du local vers le lointain, c'est-à-dire des auteurs brésiliens vers les auteurs non brésiliens, mais au détriment flagrant du principe éducatif de parité. L'univers professionnel montré aux enfants est un univers encore majoritairement masculin, même si le rôle joué par l'homme a évolué, comme le montre le secrétariat de cet accueil. Dans tous les cas de figure, le taux des femmes en contexte professionnel est le plus bas des 4 taux. C'est en mathématiques que l'on retrouve davantage cette illustration stéréotypée de l'homme professionnel et de la femme à la maison. Mais il faut noter que c'est aussi en mathématiques que l'homme et la femme sont les plus représentés dans les deux contextes et pour les deux niveaux scolaires. On retrouve dans les textes le résultat trouvé déjà dans les illustrations, c'est-à-dire la quasi-absence du handicap. Il faut noter qu'il y a même absence totale de référence au handicap dans les manuels d'art, de sciences et d'histoire pour les deux niveaux de classe, alors que c'est la langue culture de scolarité qui s'en réfère le plus. La grande disproportion entre les textes qui traitent de culture et ceux qui traitent de langue, qu'elle soit écrite ou orale, renforce l'idée que la culture précède la langue dans la mesure où l'enfant en découvre toute la diversité dans sa propre langue, culture de scolarité. L'école en permet l'accès par le recours à la traduction. La langue originale est estompée et devient au regard des jeunes apprenants un élément complexe, parfois inutile, que les traducteurs numériques visent à résoudre. Il faut noter ainsi que si les sciences exactes, maths et sciences de la vie et de la terre, abordent les cultures, elles ne le font jamais dans le cas des langues. On retrouve dans les textes les mêmes disproportions entre la culture nationale, le plus souvent présentée en géographie dans les deux niveaux de classe, et les cultures minoritaires. Parmi ces dernières, la culture amérindienne est en progression au détriment des deux autres par rapport aux résultats des illustrations. C'est en histoire, en CM1, que la culture amérindienne est la plus présente. La forte progression des langues amérindiennes par rapport aux autres langues du Brésil s'explique à travers les emprunts linguistiques, artefacts et noms de tribus ou les références toponymiques, comme les noms de nombreuses villes qui ont été rebaptisées au Brésil par des noms amérindiens. Mais il faut remarquer que les maths ne font référence aux langues qu'en CM1. On retrouve dans les textes la tendance eurocentriste déjà découverte dans les illustrations, dans à peu près les mêmes proportions. Le continent américain y est toujours sous-représenté et l'Océanie totalement insignifiante. Si l'eurocentrisme est confirmé une fois de plus en ce qui concerne les langues, la progression Amérique du Nord correspond aux nombreux emprunts linguistiques à l'anglais comptabilisés simultanément en Europe pour le Royaume-Uni et en Océanie pour des références à l'anglais d'Australie. Le taux recueilli par l'Océanie ne correspond donc pas à une approche des langues aborigènes. Et ce sont les arts en CM2 qui ont le plus recours à ces emprunts linguistiques. On retrouve dans les textes, grosso modo, la même prééminence de référence à des œuvres, ouvrages, spectacles et inventions d'auteurs masculins, quasiment dans les mêmes proportions. La répartition entre disciplines s'opère également de la même façon, puisque les arts regroupent majoritairement les auteurs non brésiliens, alors que la langue de scolarité, quant à elle, regroupe les auteurs brésiliens, en référence à la littérature nationale qu'elle privilégie. La surreprésentation masculine en contexte professionnel dans les textes confirme déjà celle entrevue dans les illustrations. Et c'est la langue de scolarité qu'il aborde le plus souvent. Si le stéréotype de la femme en contexte non professionnel est maintenu par les maths, tout du moins en CM1, il faut remarquer que c'est aussi paradoxalement en maths que la femme apparaît le plus en contexte professionnel, pour les deux niveaux scolaires. Quant à l'histoire en CM1, elle réussit l'exploit de ne pas aborder une seule fois
ni l'homme ni la femme en aucun des deux contextes, qui est un processus qui pourrait être assimilé à une espèce de désengagement de la réalité sociale. En conclusion, bien qu'encore partielle, puisque ma recherche se poursuit, il est possible de dégager de tous ces résultats un aspect plutôt positif quant au métissage, tel qu'il est montré aux enfants dans les manuels scolaires. Mais l'illustration, à elle seule, ne peut suffire à une éducation altéritaire, car elle a besoin d'un texte pour stimuler la réflexion. Les autres résultats obtenus valident jusqu'à maintenant la reproduction des inégalités sociétales, déjà pointées dans d'autres recherches. Les manuels scolaires analysés ne les remettent pas en question. Il serait fondamental pourtant de concevoir le livre didactique de l'école élémentaire à partir de nouveaux principes modernes d'équité et d'éthique, dans une véritable logique transdisciplinaire. Voici ma présentation terminée. Je vous remercie pour l'avoir suivi et à tout de suite certainement pour vos questions.